Quasi nanos gigantium humeris incidentes. Nous sommes comme des nains, assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. Cette citation latine attribuée à Bernard de Chartres date du milieu du XIIe siècle, et elle me permet d'introduire un double entretien du podcast Paroles d'Histoire avec la grande médiéviste Claude Gauvard. D'abord à titre de clin d'œil en lien avec le Moyen-Âge, un peu avant sa période de prédilection des XIVe, XVe siècles, mais surtout pour souligner dans un podcast d'histoire et d'historiographie tout ce qu'on doit aux générations précédentes. On parle souvent à ce micro de renouvellement, de recherche pionnière. La semaine dernière, une jeune docteure, Anne-Sophie Anglaret, présentait une thèse formidable, tout juste publiée. Mais c'est tout aussi important de mesurer les acquis transmis par des grandes figures contemporaines. Je pense par exemple à Michel Perrault, Gérard Noiriel, Omer Bartof, Laurence Fontaine, entre autres, invités de ce podcast, des géantes et géants des dernières décennies, qui nous permettent de voir plus loin, sans oublier bien sûr les pères fondateurs ou les grands érudits du XIXe siècle, dont on dit un mot dans l'émission que vous allez entendre. Un double entretien donc avec Claude Gauvard, d'abord pour parler de son livre très neuf, très pénétrant sur Jeanne d'Arc, que je conseille à tout le monde, même si vous êtes très loin de l'histoire médiévale. Ensuite, dans une deuxième émission, que vous trouvez également sur le site paroledhistoire.fr, en podcast, sur YouTube, pour parler du parcours de médiéviste de Claude Gauvard, celui d'une femme entrée dans l'université peu après 1968 et qui a été témoin et actrice d'énormément de renouvellement, d'une femme engagée aussi que vous découvrirez peut-être sous un jour nouveau. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Claude Gauvard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié l'an dernier Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre aux éditions Gallimard. On va parler de ce livre. En vous lisant et en lisant ce livre, j'ai eu l'impression que Jeanne d'Arc, en dehors même de l'intérêt propre de son histoire, c'est aussi un précipité de Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est à la fois le peuple et le lien avec le pouvoir, c'est l'Église, la guerre, la justice, autrement dit qu'à travers elle, on arrive à condenser énormément de réflexions sur la société médiévale. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a poussé à écrire sur elle ? Je pense que vous avez entièrement raison. C'est un personnage qui attire plusieurs cordes à son arc pour l'expliquer. Et c'est dans cette perspective que j'ai écrit ce livre, justement, qui est d'ailleurs un livre, sur Jeanne d'Arc, bien sûr, mais d'abord, je crois, sur la société qui l'entoure, et sur le moment clé, qui est celui de 1429-1430 et un. Un peu plus tard, puisqu'il y a justement ce document inédit que j'ai trouvé aux archives, qui date de 1461, où on la traite encore de putaribaude. Donc on a avec Jeanne d'Arc un personnage qui, effectivement, focalise beaucoup d'aspects de tout ce que j'ai pu enseigner, de tout ce que j'ai pu chercher aussi dans ma vie de chercheuse et de professeur. Voilà. D'une certaine manière aussi, même si c'est pas l'objet du livre, ça pourrait être un concentré de médiévistique, dans la mesure où, à travers Jeanne d'Arc, on croise en filigrane Michelet, mais aussi les érudits du 19e, éditeurs de ses procès, Quicherat, on croise Régine Pernoud, Colette Beaune, autrement dit, c'est un personnage qui conduit à voir comme ça plusieurs strates successives de lecture du Moyen-Âge. Tout à fait, et vous avez raison de souligner l'importance du 19e siècle, évidemment Michelet et Quicherat, qui marche main dans la main, si j'ose dire, pour l'édition et l'interprétation du procès de condamnation et même aussi du procès de réhabilitation. Plus les autres documents que Quicherat a rassemblés, les 5 volumes de Quicherat, c'est fabuleux, fabuleux. Alors, j'ai beaucoup de respect, moi, pour tous ces chercheurs et ces érudits du 19e siècle, et ce sont vraiment eux qui ont remis en place Jeanne d'Arc, sans compter évidemment aussi, bien entendu, l'aspect religieux, avec Monseigneur Dupont-Loup par exemple, et nationaliste. Il y a des volumes entiers, évidemment, qui ont été écrits sur les usages nationaux, politiques de Jeanne d'Arc. C'est pas du tout l'objet de votre livre. Là, vous avez fait un retour aux sources, un retour aux événements, et puis un retour aussi à un document, vous le disiez en introduction, un document de 1461. C'est pas souvent qu'on trouve de l'inédit sur une figure aussi connue. Alors, non, je pense que c'est même assez rare. Dites-nous de quoi il s'agit. Et je pense que Quicherat l'aurait volontiers publié, voilà. Mais tant pis, il l'avait pas vu. Il s'agit d'un procès de plaidoiries qui sont au Parlement de Paris, dans un registre criminel, le X228, et donc on a un noble nivernais, Jean de Désulmes, qui est accusé par l'avocat du procureur du roi d'une sorte de crime de lèse-majesté, puisqu'il a osé injurier Jeanne d'Arc et aussi, d'ailleurs, Charles VII,
puisqu'il y a cette jolie phrase disant oui, il y avait un roi autrefois qui n'a pas suivi la justice et les poules ont mangé. Donc, ce qui est évidemment une injure masquée, mais une injure quand même contre Charles VII. Alors, ce document m'a entraîné loin, pas dans ce livre, parce que c'était pas le but du livre, vraiment, mais j'ai fait des recherches sur ce personnage, et donc j'en ai donné d'ailleurs un article érudit dans la revue historique, en publiant d'ailleurs ce procès, et j'ai trouvé évidemment les arrêts interlocutoires qui correspondent, etc., toute la strate, si vous voulez, judiciaire de ce procès, mais rassurez-vous, Jean de Désulmes n'a pas été inquiété, et il a été probablement dénoncé par un autre personnage, Jean d'Aigreville, qui voulait tout simplement les biens que possédait Jean de Désulmes, et du coup le faire condamner pour lèse-majesté avec biens confisqués que le roi, bien sûr, se serait empressé de redonner à Jean d'Aigreville. Alors ça pourrait être, disons, une notation marginale d'une affaire secondaire 30 ans plus tard, mais vous montrez quand même dans l'argumentation du livre que ça joue un rôle important parce que ça veut dire que 30 ans après, on peut encore mobiliser le même type d'insultes violentes, sexuelles, putain, ribaude pour Jeanne, ce qui veut dire également qu'elle continue à cliver, elle continue à diviser. Il y a des gens qui peuvent s'en réclamer, il y a des gens au contraire qui disent ce qu'elle a fait est insupportable, ce qu'elle a fait est un désordre finalement pour le royaume. Donc ça veut dire que cette histoire-là n'est pas tout à fait éteinte 30 ans plus tard. Tout à fait. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que 1461, c'est à peu près le temps de Villon, de François Villon, la ballade des dames du temps jadis, avec Jean de la Bonne-Lorraine. Donc, du côté Armagnac, puisque il ne faut pas oublier que Villon quand même fréquentait un petit peu la cour d'Orléans, donc il est plutôt du côté des Armagnacs, ce qu'on ne dit peut-être jamais assez. Et là, en face, on a, au contraire, quelqu'un qui est censé être pro-bourguignon, à un point tel qu'il aurait souhaité même que les ducs de Bourgogne prennent le pouvoir. Hein. Au moment où ce procès a lieu, le dauphin est à Genappe, à côté protégé par le duc de Bourgogne. Donc c'était pas du tout jouer d'avance. Il y a encore une partie de l'opinion qui regrette, si vous voulez, le traité de Troyes, qui regrette parce que tout simplement les biens de ceux qui étaient pro-bourguignons ont été en partie confisqués, et donc c'est le cas d'ailleurs dans la famille de Jean Désulmes. Alors, le livre s'ouvre à la fois sur ce document qui est mentionné, mais avant tout sur le supplice de Jeanne d'Arc, parce que c'est évidemment un moment très marquant. Vous y consacrez un chapitre, et en indiquant que ce supplice n'est pas anodin, le supplice du feu, parce que c'est faire disparaître entièrement la personne, et la faire disparaître entièrement, ça dit quelque chose de la menace qu'elle faisait peser pour ceux qui l'ont condamnée. Tout à fait. Alors, j'ai commencé par là parce que justement, ça me paraissait très important de comprendre pourquoi le roi anglais, enfin, disons, c'est un enfant à l'époque, mais non, disons, le parti anglais n'a pas choisi un procès criminel en cour laïque, à l'échiquier, ce qu'il aurait très bien pu faire et qu'il a fait pour d'autres traîtres, quitte même d'ailleurs à la condamner au feu, mais éventuellement à la décapitation sur la place du marché, ça n'était pas suffisant. Il fallait donc beaucoup plus que cela. Il fallait démontrer, je pense, qu'elle était, de façon éclatante, il fallait le démontrer, qu'elle était à la fois sorcière et hérétique, et qu'il n'y aurait aucun moyen d'en faire une martyre. C'est-à-dire d'avoir des reliques, et par conséquent un culte rendu à Jeanne, et par l'intermédiaire de Jeanne, évidemment, au roi Charles VII, qui lui venait d'être sacré le 17 juillet 1429. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, le supplice du feu, ça contrebalance la sacralité de Charles VII. Charles VII ayant été sacré, finalement, il faut prouver que celle qu'il a fait sacrer, elle-même, était hors du sacré, en quelque sorte. Absolument. Donc, du coup, ça... Oui, non, mais je crois que vous avez entièrement raison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'un procès laïque. Il fallait un procès d'église. Mais c'est quand même un coup de poker de confier à Pierre Cauchon une Jeanne
sans savoir ce qui allait arriver. Alors quel est le degré justement, on se pose la question parfois en vous lisant, on va dire, d'indépendance de ce tribunal d'église par rapport au pouvoir anglais. On a un évêque de Beauvais qui doit des choses quand même, on comprend qu'il n'est pas totalement indépendant, mais il n'est pas non plus strictement aux ordres. On a l'impression d'une justice d'église qui s'aligne en quelque sorte avec les intérêts de la monarchie anglaise, mais suivant des règles qui sont les siennes propres. Alors, toutes les règles suivies par la procédure sont des règles de procès d'inquisition, ça on y reviendra peut-être, ce sont des règles de procès d'inquisition normales. Un procès qui suit les règles, si vous voulez, est dicté par le Concile de Vienne de 1312, il n'y a aucun problème, et qui donne d'ailleurs à l'évêque un poids très important. C'est pas l'Inquisition du XIIIe siècle, c'est pas l'Inquisition du Midi, qu'on a connue au XIIIe siècle. C'est une Inquisition régulée, bien procéduralement bien définie. Avec même une expérience, parce qu'on a condamné les Hussites peu de temps avant, et Cauchon d'ailleurs. Et Cauchon était justement à Constance. Donc on a vraiment un procès où l'évêque joue un rôle prépondérant. On voit bien que l'inquisiteur Jean Lemaire est quand même très en deux. D'abord, il arrive assez tard dans le procès, et puis il est très, très en retrait par rapport à Cauchon. Alors Cauchon, c'est un personnage très ambigu. Très ambigu. Et j'arrive pas à savoir, même encore en ayant relu, il n'y a pas si longtemps encore, une grande partie du procès de condamnation, j'arrive pas à savoir s'il était convaincu de la culpabilité de Jeanne, comme sorcière, comme hérétique sans doute, mais comme sorcière, je ne sais pas, et jusqu'à quel point, si vous voulez, il n'a pas cédé à cette fille dont il dit qu'il est là pour la sauver, que sa mission à lui, en tant que religieux, c'est de la sauver pour que, effectivement, Dieu lui pardonne. Alors, bon, c'est un personnage assez retors aussi. Il a quand même placé tous ces gens autour de lui qui pouvaient aller dans le sens d'une condamnation. Mais en même temps, par exemple, pour la torture, c'est pas lui qui a demandé la torture. C'est effectivement son entourage. Et il y a il a suivi la réglementation, il a fait voter. Il n'y avait pas du tout la majorité, pas l'unanimité, plus exactement. Il n'y a même pas la majorité, il n'y avait pas l'unanimité, surtout. Parce que c'est ce qu'il aurait fallu pour que la voix de Dieu s'exerce. Et en fait, elle n'a pas été torturée. Donc, est-ce que, oui ou non, il lui a permis d'avoir la communion le matin du supplice? C'est la grande question. Oui, ce qui pour une hérétique n'irait pas de soi de recevoir la communion. Mais bien sûr, relapse. Alors, est-ce qu'elle a renié une deuxième fois ses voix? C'est ce que raconte l'instrumentum qu'il a demandé de rédiger 8 jours plus tard, mais qui n'est absolument pas fiable. Donc, on a là un personnage très, très, très complexe. Et en même temps, comme vous le dites très bien, il est à la solde des Anglais. D'abord, il espère certainement avoir l'archevêché de Rouen. Il l'a pas eu, mais bon, parce que c'est le plus juteux, c'est un de ceux qui rapporte le plus dans le royaume de France. Deuxièmement, tout l'ensemble du tribunal est payé, dédommagé par les Anglais. Et les Anglais veillent à ce qu'il n'y ait pas autour de Cauchon des conseillers trop enclins à favoriser Jeanne d'Arc. Tous ceux qui disent « mais attention, là on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela », ils sont liquidés. Soit ils quittent, soit ils sont menacés. Ils quittent d'eux-mêmes, soit ils sont menacés. Donc on a vraiment un personnage complexe, mais bon, pour lequel on n'a pas à avoir de sympathie ou d'antipathie. Mais c'est difficile de pas aller jusque-là. Vous avez dit qu'il était sans doute convaincu de l'hérésie, peut-être pas de la sorcellerie. C'est une distinction intéressante parce que ça dépend aussi des positions. Les hommes d'armes anglais semblaient croire qu'il y avait quelque chose de magique dans les victoires remportées par Jeanne d'Arc, qu'ils étaient envoûtés. Et puis, vous dites aussi, à un moment, ces hommes ont eu peur. Les hommes qui la jugeaient ont eu peur, et même au cours des audiences, ça se ressent. Oui, je pense que même lui, probablement, a eu peur d'elle. Il a eu peur. D'abord, il lui a confisqué un anneau.
Hein. Le duc de Bourgogne, dès qu'elle a été prise, le duc de Bourgogne a commencé par confisquer un des anneaux. Ça, c'est très significatif. Parce que l'anneau, c'est justement avec ça qu'on fait de la magie. Hein. Bon, lui, il a aussi confisqué le deuxième anneau de Jeanne. Donc, quelque part, il y a une attitude qui est assez ambiguë. Alors, les hommes d'armes, eux, mais pas seulement les hommes d'armes, je crois aussi, éventuellement même l'ensemble du tribunal, avaient peur de cette fille. Alors, on racontait que justement, depuis que la prise d'Orléans, d'ailleurs, la prise d'Orléans aurait été liée à l'envoûtement des hommes d'armes anglais. Et à Paris, le bourgeois de Paris raconte, donc tout de suite, ça se sait, vous voyez, par une opinion et une transmission de l'information qui est par capillarité, qui est tout à fait fabuleuse à l'époque médiévale. Hein. Je sais bien qu'il y a une centaine de kilomètres de distance, mais quand même, ça va vite. Hein. Et lui, le bourgeois de Paris, raconte que quand elle est rentrée dans Orléans, les hommes d'armes étaient à 2 arcs d'elle, les hommes d'armes anglais, et ils n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'ils étaient terrorisés. Quand Bazin écrit son Charles VII, on est en 1471 à peu près, il raconte, il rapporte cela, elle les terrifiait. Elle les terrifiait, extrêmement droite. Donc, un mot très fort. D'ailleurs, en fait, c'est pas faux, puisque, et là on est au niveau des chefs, hein, pas seulement des hommes d'armes à pied, les chefs ont peur. Et le duc de Bedford, en 1433, envoie une lettre au roi d'Angleterre où il raconte, pour avoir un renfort en hommes d'armes, et il raconte comment finalement c'est le diable qui a envoyé Jeanne et qui a terrorisé effectivement toutes les troupes, et c'est pour ça qu'Orléans a été prise. Et donc on a toute une série, si vous voulez, de petits faits qui me prouvent à quel point elle fait peur. Et elle le dit elle-même. Elle dit que tous les hommes d'armes sont superstitieux. Ils ont tous des brevets au cou pour éviter la mort soudaine sur le champ de bataille. Mais elle dit, les hommes d'armes anglais sont encore plus superstitieux que les autres. Alors on vient de voir pourquoi ce procès est exceptionnel de bien des manières, mais vous le relisez aussi de manière ordinaire, ou en tout cas en le confrontant à des procès, des procédures ordinaires, pour montrer justement qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qui est différent. Il est très long. La procédure est respectée, mais pas intégralement, notamment parce qu'une enquête de renommée n'a pas été faite comme elle aurait dû. Donc, en le mettant en lien avec les procès plus ordinaires que vous avez connus par ailleurs, comment on peut voir l'exceptionnalité de ce qui se passe ? D'abord, vous avez raison. D'abord, première chose, on va commencer par la procédure, si vous voulez. Cauchon voulait un beau procès. Alors, on peut dire que du point de vue de la procédure, la basique, les 2 temps de la procédure du procès d'inquisition sont respectés, les chefs d'accusation sont rassemblés. Alors on a effectivement un promoteur, Jean d'Estivet, qui est particulièrement violent. Ça, vous comprenez, il y a la procédure des institutions, puis il y a les hommes qui l'appliquent. Alors, on a parlé de Cauchon, on pourrait parler de Jean d'Estivet, qui est vraiment quelqu'un qui va dans la prison de Jeanne et qui l'agresse et qui la traite de putain. Lui aussi, comme fille commune. Bon. Et il y a une seule chose qui me semble, alors, du point de vue de la procédure, complètement écartée d'ailleurs par les historiens, y compris les historiens du droit, c'est l'importance de l'information sur la renommée. Qu'est-ce que c'est que la renommée à l'époque qui nous intéresse ? Elle est faite de 2 choses. La renommée de la personne et la renommée des faits. Vous ne pouvez pas condamner à mort quelqu'un qui est de bonne renommée du point de vue de la personne. Ou alors, il faut que vraiment il ait commis des faits totalement épouvantables. C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que Cauchon l'a inculpé, en fait, comme personne diffamée, par le biais des faits. Des faits qui, d'ailleurs, il est allé pêcher quand même dans une information à Domrémy. Sinon, il ne connaîtrait pas l'arbre aux fées, le bois chenu, la fontaine miraculeuse, etc. Bon. Alors, on sait qu'il y a eu une enquête sur l'enfance de Jeanne. C'est fondamental, l'enfance. Pour condamner à mort, il faut que, dès l'enfance, le mal soit en vous. Pour qu'on puisse dire à la fin que vous êtes totalement incorrigible. Là, cette enquête de renommée, elle a eu lieu. On le sait. On sait qu'elle a eu lieu.
Et qu'est-ce qui a dû être dit? Que c'était une petite jeune fille extrêmement sage, pieuse, que ses parents étaient de bonne renommée, c'est-à-dire unis en légitime mariage, laboureurs, donc travailleurs, si vous voulez, ils avaient un métier, même des responsabilités dans le village, etc. Donc, cette enquête de renommée, elle aurait dû, en partie, au moins, poser problème et disculper éventuellement Jeanne. Elle a été passée sous silence. Alors, il y a des conseillers qui ont demandé à Cochon si elle avait bien eu lieu. Il a passé rapidement dans ses réponses. Et en fait, là, il y a un manque. Là, il y a une... Parce que j'ai beaucoup, effectivement, d'exemples où, sur la bonne renommée de la personne, on arrête toute investigation. Du coup, un procès très long? Oui, alors justement, c'est le deuxième aspect que vous me disiez, que vous notiez avec juste raison. C'est un procès très long, 5 mois. Sans compter ce qu'elle a subi avant, comme otage. Bon, alors, et puis, otage et prisonnière. 5 mois, Gilles de Rais, 3 semaines. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une sorte, j'allais dire, de harcèlement quand même. C'est le mot à la mode actuel. Mais là, on pourrait l'employer. Une sorte de harcèlement, on revient, quand on lit le procès, on voit bien que jour après jour, on revient sur les mêmes questions, on revient sur l'apparence là en particulier l'apparence des voix, et on a du coup plusieurs choses qui en découlent. D'abord un emprisonnement sévère, dans une prison laïque. Ça aussi, c'est une entorse à la procédure. Normalement, elle aurait dû être dans une prison ecclésiastique. Donc, on a là une prison laïque avec des gardiens anglais qui l'injurient. Elle est ferrée, pas pendant les interrogatoires, mais la nuit. On a même parlé d'une cage de fer, mais là, il faut se méfier. Là aussi, des témoignages après coup. Voilà, on ne sait pas si... en tout cas, elle n'est jamais allée dans une cage de fer. Donc, elle a été quand même ferrée aux pieds, et elle dit elle-même que c'est le martyre le plus terrible à subir. La prison. Alors là, j'ai une grande idée que je développe depuis 30 ans. Et tous les textes me donnent raison, je crois. Parce que je les connais un petit peu pour voir les plaintes que les sujets du roi adressent à leur souverain pour obtenir la grâce. Quand ils sont 3 semaines, 1 mois en prison, c'est comme s'ils étaient morts. Alors je sais, il y a la part évidemment, j'allais dire de jeu. C'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que ça. Ce sont ces gens du Moyen-Âge, et surtout dans les campagnes, qui vont et qui viennent. Le verbe « aller », quand on fait une étude de vocabulaire, et pas seulement comme auxiliaire, c'est un des plus importants de la base. Ils vont et ils viennent, ils sont à l'air libre. Et je fais toujours cette comparaison avec les Maasai, du livre de Karen Blixen, sur la ferme africaine. Elle a cette phrase « Les Maasai ne peuvent pas être enfermés. Le gouvernement anglais a bien compris la chose, et il a remplacé la prison par des amendes. » Or, les amendes au Moyen-Âge, c'est la première façon de punir. Donc, on a une population qui ne supporte pas la prison. Donc, 5 mois, c'est énorme dans les conditions où elle a pu être. C'est énorme et elle est usée par la prison. Usée par la prison. Il faut avoir toujours ça en filigrane quand on regarde ses réponses. Elle a même été malade en prison. On l'a d'ailleurs bien soignée pour être bien sûr qu'elle finirait sur le bûcher. Donc ça, c'est un premier élément, la prison, la contrainte. Deuxième élément, les questions l'ont assaillie. Par leurs difficultés, auxquelles elle répond parfois avec brio, même souvent avec brio, et hardiment, comme elle aime à le dire, hardiment. Mais ses réponses sont, si vous voulez, il faut les inscrire dans ce que j'appelle le mystère de l'aveu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui est interrogé en ajoute. Il en ajoute, et il finit par dire des choses qui vont contre lui, bien sûr, et qui, finalement, le perdent. C'est le cas pour les apparitions. Ces apparitions, c'est une clé pour les conseillers et pour le juge Cochon et l'inquisiteur. Parce que c'est, évidemment,
Il s'agit de savoir si ces apparitions sont le fait du diable ou de Dieu. Est-ce que c'est une prophétesse ou est-ce que c'est une sorcière? Et on voit bien, les apparitions commencent par un rayon de lumière. Elle n'en dit pas plus. Puis elle leur donne un nom. Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Puis elle leur donne une forme humaine. Elles ont des têtes et elles ont des couronnes resplendissantes. Elles ont même des vêtements et elle répond, mais avec cette superbe extraordinaire, quand on lui, je crois que c'est même ces cochons qui lui demandent, mais l'archange Saint-Michel, comment était-il vêtu? Elle lui répond, est-ce que vous croyez que Dieu n'avait pas de quoi le vêtir? Vous voyez, alors elle répond sans répondre, mais il n'était pas nu. Et puis finalement, elle les a touchés, elle les a sentis, elle sentait bon. Elle est perdue. Ça, c'est de l'hérésie. Ça, c'est de l'hérésie. Donc on est là, elle a basculé, et pour moi, alors ça c'est ma fréquentation des magistrats dans l'Association française pour l'histoire de la justice qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Je n'avais pas réalisé, avant d'être confrontée au procès d'Ils, vous savez, c'est le jeune homme qui a avoué n'importe quoi, alors que ce n'est pas lui qui avait tué les enfants, qui a dit que quand il tapait sur leur tête, ça faisait le bruit d'un melon. Enfin, c'est n'importe quoi. Eh bien, on a un peu l'impression, si vous voulez, que c'est ça, ce besoin d'avouer qui a été étudié par la psychanalyse. Il y a un très beau livre de Reich sur le besoin d'avouer, justement, que j'ai lu très très longtemps, mais ça m'est revenu comme un boomerang de me dire, mais tu n'as pas compris ça, là, elle est perdue. Et c'est pour ça que, si vous voulez, plus tard, au procès en réhabilitation, en nullité, comme on dit, c'est mieux, en nullité, on ne parle pas pratiquement des apparitions. Parce que je suis persuadée que les juges de 1456 étaient tout à fait d'accord avec ceux de Rouen de 1431 pour penser que c'était effectivement de l'hérésie. Une question sur quelque chose qui est pas au cœur du livre, mais je me la posais en vous lisant. Jeanne et Lorraine, il y en a qui sont rouennais, il y a des gens de Languedoc. Est-ce que tous ces gens se comprennent? Cet assaut de questions qui lui est posé, dans quelle mesure tout le monde arrive à s'entendre? Ouais, c'est une grande question. Alors elle parle, je pense qu'elle connaît très bien évidemment sa langue natale, qu'on peut appeler un patois, je ne sais pas si le terme est exact, et elle connaît très bien, elle fait la distinction avec la langue française. Et elle sait très bien aussi que parmi ces interrogateurs, il y a des gens qui justement ont l'accent rocailleux du Midi, elle ne manque pas de le leur dire. Donc il y a effectivement un melting pot linguistique. Mais bon, elle a quand même, c'est là où elle est d'une rapidité d'intelligence formidable, parce que on oublie aussi une chose, c'est que Jeanne, elle a évolué. Entre le moment où elle quitte Vaucouleurs et où, effectivement, elle est sur le bûcher, c'est très court comme temps, bien sûr. Ça fait 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi. Bon, mais elle a très vite compris un certain nombre de clés. Le langage, la communication. Bien sûr, c'est pas elle qui écrit les lettres. Visiblement, elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle en comprend parfaitement le sens. Elle sait ce qu'est une lettre de défi. La lettre du 22 mars, c'est pas elle qui l'a écrite. La première lettre de défi, qui est si importante, où elle, justement, elle se pose en femme politique. Eh bien, c'est pas elle qui l'a écrite, mais elle en comprend le sens et elle réitère chaque fois, si vous voulez, les démarches nécessaires. Elle a compris très vite le sens de la communication. On a dit qu'elle était lorraine, et vous soulignez le fait que cette appartenance à la frontière, c'est un point clé pour comprendre son rapport au royaume, son rapport au monde politique, son rapport au sentiment d'appartenance, et que d'une certaine manière, à travers elle, on peut voir comment, par les marges territoriales, se construit aussi quelque chose comme une identité pré-nationale, nationale, bon, on peut en discuter longuement, mais en tout cas, que quelque chose se joue dans le rapport identitaire à travers ça. L'identité du royaume, si vous voulez. Parce que nation est peut-être un mot trop fort, mais bon, encore qu'ils viennent facilement sous la plume. Mais là, on est dans des zones exacerbées. Le Mont-Saint-Michel, Tournai, qui est alors, à ce moment-là, appartient normalement au roi de France. J'ai étudié ça aussi dans d'autres procès
aux confins de la Bretagne, et puis donc la Lorraine, là où elle est. Il y a des conflits avec le duc de Lorraine tout le long du XIVe siècle. Il y en a qui sont magnifiques en 1412, dont je cite des extraits dans le livre, où les hommes du roi sont confrontés aux hommes du duc de Lorraine parce que la ville de Neufchâteau est sous sauvegarde du roi de France, et ils ont arraché les panonceaux Fleur-de-Lysée. Les Lorrains ont arraché les panonceaux Fleur-de-Lysée, et par manière de dérision, ils disent « Le roi Art, donc le roi brûle, il est folle, le roi. Il est fou, le roi. Charles VI, c'est pas anodin. » Eh bien, on est en 1412, au moment où Jeanne naît. Et c'est intéressant parce que Neufchâteau, elle s'y réfugiait. C'est à 2 pas à quelques kilomètres de Domrémy. Elle s'y est réfugiée, elle connaît bien la place, qui d'ailleurs, à ce moment-là, est passée aux Bourguignons, mais normalement, elle fait partie de l'apanage de Charles d'Orléans. Alors quand on dit, mais comment est-ce qu'elle peut connaître Charles d'Orléans ? D'abord parce qu'effectivement, quand elle est arrivée à Chinon, c'est pas impossible de connaître, et puis quand on fait la prise d'Orléans, c'est pas impossible de connaître quand même les avatars de Charles d'Orléans, qui est alors otage après Azincourt, otage en Angleterre. Mais c'est aussi que depuis son enfance, elle sait que Charles d'Orléans a une possession à 2 pas de chez elle, qui a été prise par les Bourguignons. Ce qui renvoie en fait à quelque chose que vous avez travaillé, que des élèves à vous ont travaillé, l'idée que la coupure entre les grands de ce monde et le petit peuple, c'est une coupure qui existe, mais aussi à relativiser, dans la mesure où on sait comprendre, on sait connaître le vocabulaire politique, ou un peu la grammaire politique, et des jeux de pouvoir et des jeux d'influence, et donc elle évolue pas dans un monde inintelligible pour elle. Tout à fait. Je pense qu'on a trop accentué, si vous voulez, le hiatus entre les élites et le peuple du point de vue de l'opinion. Je pense que, c'est l'expérience que j'ai d'avoir un peu travaillé aussi sur les révoltes. Les gens qui se révoltent sont quand même au fait d'un certain nombre d'éléments politiques. Je pense à la jacquerie, et une thèse récente me donne raison. Donc, je suis très, très, très sûre de ça, vraiment. Et que la communication, justement, est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et on discute de ce qui se passe. Alors, ça peut être déformé par la rumeur, bien évidemment. Je n'ai pas dit que c'était des joyaux purs et durs qui arrivaient dans les oreilles du peuple. Non, il y a la rumeur. Mais on fait très attention. Et les élites municipales, les échevins, en général, font très attention à l'opinion du peuple, justement. Quand elle arrive à Troyes avec le roi, sur la route du Sacre, les élites municipales demandent à frère Richard de calmer le peuple, qui est plutôt pro-bourguignon, parce que eux, ils veulent passer du côté des Armagnacs. Donc il y a des intermédiaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le peuple aurait été prêt à se soulever contre la décision de se rallier à Charles VII, et qu'il fallait effectivement discuter avec lui, ou en tout cas le calmer. Ce qui nous ramène d'ailleurs à Rouen, puisqu'on l'a dit, c'est un procès très long, et pendant ces 5 mois, probablement, beaucoup de gens ont discuté de ce qui se passait, ont scruté des signes, ont cherché à comprendre, et ça se voit notamment au moment du supplice, puisque beaucoup je ne sais pas si on peut les appeler témoignages, mais beaucoup d'indices laissent penser que des gens ne l'ont pas approuvé, ont pleuré, en tout cas qu'il s'est joué des choses pour eux, parce qu'ils en avaient parlé. Ils en avaient parlé, et ça leur faisait honte. C'était au déshonneur de la ville, pour ceux qui étaient favorables à Jeanne, c'était au déshonneur de la ville. Et je crois que là, on a effectivement... Alors les pleurs, il faut faire attention, parce qu'on pleure beaucoup au Moyen-Âge, mais les pleurs sont un indice de prise de position. Donc on rejoint là l'idée que l'opinion n'est pas insensible. Cette opinion est partagée malgré tout sur un point qui revient sans cesse, aussi bien à l'apparition de Jeanne sur la scène que dans sa captivité, durant son procès, c'est l'habit d'homme qu'elle porte. Et c'est quelque chose qui est même l'enjeu clé de sa condamnation, parce qu'elle a repris l'habit d'homme, et c'est ça qui fait qu'elle est relapse. Cet habit d'homme, c'est à la fois ce qui la distingue, ce qui la fait sortir de son rôle, c'est aussi ce qui la protège,
parce que c'est ce qui permet qu'elle ne soit pas violée, sans doute. Donc c'est un enjeu fondamental à travers tout son parcours. Alors là, vous évoquez un de mes regrets dans ce livre. J'ai peut-être pas assez insisté sur l'abidome. Ça mériterait une étude presque en soi. Parce que rien, du point de vue canonique, n'interdit à une femme de porter un labidome. Mais là, on se trouve devant une tradition religieuse, on va dire, et une tradition populaire. C'est, si vous voulez, porter un labidome, c'est inverser les sexes. Et on est dans une société de la tradition où on n'aime pas les transformations radicales. Sauf le jour du carnaval, charivari ponctuel. Carnaval, charivari ponctuel, c'est tout. Et justement, on retourne après à l'ordre, hein, encore plus fortement. Et là-dessus, je pense que les hommes comme les femmes, et je dirais presque les femmes encore plus que les hommes, vous voyez. Alors, les clercs, évidemment, parce qu'eux, ils portent la robe longue, et elle est en abidome court. C'est ahurissant pour eux. C'est inconcevable. Alors, d'une certaine façon, cet abidome la protège, et là, vous m'évoquez une idée que j'aurais peut-être dû développer. Il la protège, ça oui, contre les gardiens, contre le viol, etc. Il lui donne sa liberté. Son, comment dire, il la place en capitaine aussi. Hein, il lui donne son rôle militaire. Et peut-être aussi, si vous voulez, il la singularise complètement. C'est une partie de son indépendance. Ça fait partie de sa rébellion. C'est une rebelle, hein, quand même. C'est une rebelle. Même si elle est finalement très, comment dire, j'allais dire très obéissante, oui, aux lois de l'Église, oui, sûrement, et même aux lois de la société. Ce qui veut dire que cet abidome, c'est aussi le marqueur de quelque chose qui lui sera reproché, même si c'est pas un chef d'inculpation, d'incrimination en tant que tel, parce que c'est l'hérésie, la sorcellerie, mais l'orgueil, finalement. C'est une des clés de lecture aussi de ces condamnations. Bien sûr. L'orgueil. Et là, l'orgueil, si vous voulez, c'est aussi, on peut le lui reprocher, et il le lui reproche, d'ailleurs les questions portent là-dessus. Comment est-ce qu'elle a osé, si vous voulez, aller assiéger Paris? Est-ce que ce n'est pas une preuve d'orgueil? Vous voyez? Parce qu'un bon chef militaire, je ne suis pas sûre qu'elle était un bon chef militaire. Elle va trop vite. C'est pour ça qu'elle a été prise à Compiègne. C'est pour ça qu'elle a échoué devant Paris, en septembre. Bien sûr. Elle a échoué parce que, quand on regarde comment était la défense parisienne, qui a été bien étudiée maintenant, avec les travaux qui ont été faits sur les fortifications et la fortification de Charles V, qui ont été renforcées encore au début du XVe siècle. Hein. C'était imprenable. Imprenable. Il fallait prendre par surprise, mais pour ça, il faut être très fort. Et avoir aussi, peut-être, dans la population, des connivences. Ce qui n'a pas été le cas, et c'est un gros échec. Et à partir de là, pour moi, c'est le grand tournant. Hein. Le 8 septembre 1429, c'est le grand tournant parce qu'elle a échoué. Parce que c'est une prophétesse, mais c'est pas une prophétesse ordinaire. Elle vaticine pas dans les airs. Elle met les mains dans le cambouis. Oui, donc il faut qu'elle tienne ses promesses en quelque sorte. Absolument. C'est une prophétesse en acte. Donc il faut qu'elle réussisse. À partir du moment où elle échoue, que pense le roi? Alors, j'avais eu de grandes discussions avec Philippe Contamine là-dessus, sur le moment de revirement royal. Pour lui, c'est tout de suite après le sacre, le 17 juillet. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre, ça fait quand même de Charles VII quelqu'un qui est très, très affairiste. Hein, elle massacrée, terminé. Bon. Moi, je pense que c'est aussi l'échec. C'est l'échec de septembre, parce que il ne peut plus croire en elle, même s'il l'anoblit, même s'il lui fait déposer ses armes à Saint-Denis, ce qui est un honneur insigne. Il ne croit plus, finalement, dans les vertus de Jeanne. Et une prophétesse, de toute façon, vous savez, ça dure pas longtemps. Hein. Il y en avait d'ailleurs beaucoup à cette époque. Oui, beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément tant. Elle focalise l'attention, elle polarise l'historiographie, mais il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole à cette époque. Bien sûr. Et c'est pas toujours vu comme transgressif, notamment parce que la plupart, justement, ne prennent pas l'habit d'homme, ne vont pas faire la guerre. C'est même vu comme quelque chose de très utile, y compris par les clercs. Je cite l'exemple en 1413, là, on est vraiment au fond du trou dans la guerre civile, et on racole tout ce qu'il peut y avoir comme prophétesse dans Paris pour trouver des solutions. Bon, donc on a les prophéties, les grands, ils en ont une ou deux dans leur poche, hein. Ouais, vraiment c'est courant.
C'est courant. Et les prophétesses femmes, il y en a beaucoup autour des rois depuis qu'on peut étudier l'entourage royal. Je voulais vous poser une question sur les choix d'écriture du livre, notamment par rapport à ces enjeux de croyance, puisque vous adoptez jamais une posture démystificatrice en disant voilà les voix sont ceci ou cela. Vous vous mettez un petit peu, je dirais, à hauteur des acteurs. Ça fait partie de cette histoire. Vous ne cherchez pas en tout cas à avoir une posture rationaliste contemporaine vis-à-vis de ça. Voilà, ça fait partie de cette histoire, vous le racontez comme tel. Oui, parce que ça, je pense que ça serait vain. Personnellement, je ne crois pas du tout à l'existence des voix, mais je pense qu'elle y a cru. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, finalement, les voix mises en contexte, d'abord dans la société et dans le personnage lui-même. Les deux. Parce que tout le monde croit que, effectivement, ces voix existent. Le problème est de savoir si elles viennent, je l'ai dit tout à l'heure, du diable ou de Dieu. Voilà. Mais elles existent. Et si elles viennent du diable, elles existent aussi. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est ce qui fait très peur. C'est ce qui fait très peur au tribunal. Parce que, et là, je cite dans le livre ce passage que je trouve extraordinaire. On est à la mi-mars, et elle leur dit, de toute façon, les Français vont gagner. Avant peu de temps. Vous imaginez ? Si vous croyez à la sorcellerie, si vous croyez à la prophétie, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi, hein ? Et là, on voit bien. Ils disent, qu'est-ce qui vous l'a dit ? Est-ce que c'est l'archange Saint-Michel ? Et puis après, dans combien de temps ? Dans combien d'années ? Dans combien de mois ? Quel jour ? Ils ont peur. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est la réaction, si vous voulez, par rapport à ce qui est aux croyances de ce temps-là. Alors, mes croyances à moi n'ont aucune importance. Autre chose sur les choix d'écriture du livre, c'est un livre, il n'y a pas de notes, il y a une bibliographie qui est assez courte, vous avez choisi de l'écrire comme ça, et aussi avec pas mal, je dirais, plus que dans vos livres précédents, de points d'exclamation, de points d'interrogation, autrement dit. Il y a beaucoup de questionnements, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent insolubles, et puis aussi des interventions pour souligner, pour marquer la surprise parfois devant certains faits, devant certaines choses qui n'ont pas été assez vues, soulignées par des auteurs précédents. Oui, alors ça n'a pas été un livre aussi facile que ça à écrire, vous savez. Mais là, un vrai coup de chapeau à l'éditeur Rana Lévy, qui a été très exigeant avec moi, et il a eu raison. Donc, si vous voulez, il n'y a que 12 références bibliographiques, mais ça, c'est le jeu de la collection. Donc, j'avais une contrainte qui était la collection. J'avais un éditeur exigeant, et j'avais un sujet que je pense très difficile, et que je n'ai pas épuisé. Mais qui pourra épuiser un jour le mystère Jeanne d'Arc, hein ? Ça reste mystérieux, et tant mieux. Et tant mieux, il y a un moment où il faut que l'historien se dise modeste. Hein. Il y a des choses qui résistent. Et je suis bien persuadée que ça me résiste à moi, mais ça résistait à d'autres. Je le sais. J'en parlais récemment avec Franck Collard, qui a écrit un Jeanne d'Arc, et qui, pareil, a vu comment le personnage lui résistait. Alors lui, il a finalement trouvé une solution plus peut-être pas plus facile, mais plus satisfaisante, parce que il va jusqu'au XXe siècle. Donc toute la partie, si vous voulez, historiographique, là, je veux dire, c'est bien balisé. Il le balise très bien d'ailleurs, et Moi, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, parce que ça faisait un livre trop lourd, et puis je me sentais pas capable de reprendre le XIXe siècle, que d'autres avant moi avaient fait très bien. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est Jean dans son temps, quoi. Ce temps, c'est aussi le temps de la génération suivante et de ce fameux procès en réhabilitation. Il faut en dire un mot, parce que tant que Jeanne est condamnée, d'une certaine manière, le roi qu'elle a fait sacrer n'est pas légitime. Tout à fait. Et il l'a vécu comme ça, je pense. Alors, pourquoi est-ce que ça a attendu aussi longtemps ? Puisque le procès en réhabilitation, c'est 1455-1456. Mais dès 1450, le roi demande une enquête. Parce que le problème est de savoir qui peut restituer la renommée. C'est ça le problème. Qui peut restituer la fama ? Alors le roi peut le faire en tant que justicier, justement en accordant ces fameuses lettres de rémission. Sauf que là, nous, on a un procès d'inquisition. Et que dans un procès d'inquisition, seul le pape peut procéder à la réhabilitation. Donc, les velléités de Charles VII se sont arrêtées très vite. Mais ce qui est important, c'est que dès 1450, voire même dès novembre 1449, il a songé à cette réhabilitation.
Pourquoi ? Parce qu'il entre victorieux dans Rouen. C'est une grande entrée royale, avec le cheval portant les armes de la chancellerie. Il y avait donc son entourage autour de lui, en particulier le bâtard d'Orléans, qui devient comte de Dunois, d'ailleurs, à ce moment-là. Et puis, il a couché à l'archevêché. Et pour moi, je pense que ça a dû être un déclic. Cochon n'était plus là, bien sûr, mais il n'y a pas si longtemps. J'allais dire, ça sentait cochon. Et en fait, moi je crois beaucoup à la vertu des lieux. Et je pense que là, ça a dû jouer un rôle. Par ailleurs, il y a peut-être eu des requêtes de Rouennais. On parlait tout à l'heure de la honte de la ville. Certains avaient honte, et ils avaient surtout intérêt à être dans les petits papiers de la royauté, car Rouen, ne l'oublions pas, est le débouché de Paris, ouais, sur la Seine. Donc à partir du moment où Paris avait été reprise en 1436, si on veut continuer à faire du commerce, il vaut mieux être du bon côté. Et puis, il y a eu tout un entourage normand, en particulier, qui mériterait d'être encore étudié plus avant, me semble-t-il, qui a beaucoup milité pour, justement, montrer que ce procès était inique. L'entourage, donc, de Charles VII, je passe un tout petit peu sur les noms et les détails, parce que c'est dans le livre, et c'est secondaire, enfin, tout au moins, c'est de l'érudition. Et ils ont réussi, finalement, à demander la revue du procès, la réhabilitation de la fama de Jeanne. Et le changement de pontifical a été assez intéressant, puisque Calixte III lui était favorable. Et il avait intérêt, si vous voulez, à se ménager le roi de France. N'oublions pas que les Turcs sont au bord de l'Europe, 1453, prise de Constantinople quand même. Donc la conjoncture était en faveur de ménager le roi de France. On a donc là des circonstances favorables, mais comme tout à l'heure je l'ai dit, on procède alors à des auditions de témoins, en particulier à Don Rémy, mais pas seulement, à Paris, à Rouen, à Orléans, partout elle a été connue et passée, et on arrive à ce procès qui finalement s'attaque à quoi ? À la procédure, au fait qu'on a interrogé une jeune fille de 18 ans sans tenir compte de son âge, ce qu'on peut appeler de la procédure, quoi. Voilà. Pratiquement rien sur les apparitions. Alors, beaucoup de témoins sont morts. Il y en a un qui reste, qui est Thomas de Courcelles, qui est celui théologien très brillant, qui d'ailleurs était passé dans l'entourage de Charles VII. Vous voyez, c'est intéressant quand même, alors qu'il était pro-anglais et pour le traité de Troyes à fond au moment de la condamnation. C'est lui qui avait demandé la torture. Et il ne se rappelle plus de rien. Bizarrement. Il ne se rappelle plus l'abjuration à Saint-Ouen. Il y était, mais il ne se rappelle plus de rien. Il ne se rappelle que d'une chose, qui va dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure. L'orgueil de cette femme. Tout est dit. C'est un clerc qui ne supporte pas, déjà, ou difficilement, la junce féminine, et en plus, qu'il y a quand même s'il y a des accointances, une différence colossale, c'est lui qui a rédigé l'instrumentum en latin, c'est lui qui a retraduit le procès, la minute française du procès, c'est un grand savant. C'est un grand savant, mais c'est quand même un traître, à mes yeux. Je l'ai dit, j'ai osé le dire. C'est un bon mot pour finir cette première partie de l'entretien, et on va laisser évidemment les lecteurs et les lectrices découvrir tout ce qu'il y a d'autre dans le livre, notamment la relecture que vous faites de la seule image connue contemporaine de Jeanne. Il faudra lire ça dans le livre. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'entretien avec Claude Gauvard, une émission de Parole d'Histoire enregistrée et préparée par André Loez. Vous pouvez tout de suite retrouver la seconde partie de l'entretien qui porte sur le parcours de Claude Gauvard comme médiéviste, comme historienne, dans l'épisode 273 du podcast. Merci, à bientôt pour de prochains épisodes.